Salut à toutes, salut à tous, ici Boris de Rue du Jeu. On se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo en communication avec un autre continent. Avec Benjamin qui lui n'est pas bien loin, il est sur Liège aussi. Salut Benjamin. Salut la gang. Et on est Salut, avec Vincent Beaulac, d'anciennement la chaîne YouTube L'école du jeu. Salut Vincent. Salut mes comparses francophones. Donc, le seul liège que j'ai, il est dans mon réfrigérateur. Donc, Vincent, tu vis à Montréal, au Québec. T'étais vidéaste pour la chaîne YouTube L'école du jeu. Et puis tu t'es retiré pour faire ta maîtrise. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas, nous parler de ton rapport au jeu dans un premier j'ai temps? été en fait pendant 4 ans, près de 5 ans en fait, avec l'école du jeu, qui est une chaîne YouTube qui est encore active d'ailleurs, avec JP et Sylvain. Donc, on faisait beaucoup de la présentation de jeux, critique de jeux, là, assez, je dirais assez traditionnel en tant que tel. On essayait des fois quelques petits concepts ici et là. De mon côté, en fait, j'ai quitté parce que premièrement, justement, j'ai commencé un projet de maîtrise. J'ai aussi eu une petite fille à l'époque. Et actuellement, bon, je continue quand même d'œuvrer un petit peu sur la scène du jeu de société en général. Donc, là, actuellement, je suis sur une équipe de podcast qui s'appelle Balado Ludique. Cette saison est spéciale d'ailleurs, si ça vous intéresse, tous les lundis à 21h, heure du Québec. Donc, 3 heures du matin, je pense pour vous, c'est beaucoup trop tard. Mais bon, on se rencontre, on fait un petit 30 minutes de discussion sur différents sujets. Donc, je participe à ça. Sinon, bon, je travaille aussi avec un petit peu en partenariat avec la Société des jeux. C'est une autre chaîne YouTube québécoise. Beaucoup de plaisir, en fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de revenir, en fait, à l'amour du jeu. Je pense que quand on fait justement une chaîne traditionnelle où est-ce qu'on partage la nouveauté, à un moment donné, on devient un peu submergé par qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce que les demandes des éditeurs, les commandes spéciales. Puis on oublie en fait que le jeu de société, à la base, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour découvrir, pour explorer, puis pour aussi une question socialisée. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à redécouvrir, découvrir des nouveaux jeux, mais surtout aussi m'en aller en fait des sentiers battus, puis de découvrir qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Cette niche-là commence un peu plus à correspondre à mes besoins, à mes envies, à mes goûts. Ce que je dis toujours, c'est que on fait des vidéos, on fait pas un journal intime, donc on a envie que ça parle aux gens, on a envie que le concept, les concepts qu'on propose rencontrent le public. Donc c'est toujours cet équilibre-là entre parler de ce qu'on va appeler des vieilleries, mais qui n'en sont pas. C'est juste des jeux qui sont sortis des écrans de radar, qui sont plus dans l'actualité, mais qui sont encore dans nos cœurs, qui sont encore dans nos ludothèques et sur nos tables de jeux. Et puis, les nouveautés, parce que ça intéresse, etc. Mais voilà, il y avait cette volonté de développer cette ligne éditoriale qui parle aussi de vieux jeux et peut-être surtout de vieux jeux et qui prend du recul. Et si on fait cette vidéo ensemble, c'est parce que tu nous as contactés très gentiment en disant que tu appréciais ce qu'on faisait. Et on a commencé à échanger. On s'est rendu compte qu'effectivement, tu avais une culture ludique impressionnante parce que tu nous as cité plein de titres qu'on connaissait pas du tout. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va se présenter chacun un vieux jeu ou en tout cas un jeu méconnu avec l'idée d'analyser à travers ça non pas seulement les règles, le but du jeu, etc., le classique, mais surtout se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu qu'on ne retrouve pas ailleurs? Qu'est-ce que ce jeu contient qui ne trouve pas d'équivalence dans la plupart des nouveautés dont on est abreuvé en permanence? Et qu'est-ce qui fait que ces jeux dont plus personne ne parle méritent qu'on leur accorde encore de l'intérêt aujourd'hui? Il y a une tendance comme ça dans le milieu YouTube ludique à vraiment alimenter en nouveautés et tout. C'est un peu une fuite en avant perpétuelle. Et ça ne permet pas justement de dire, bon, ok, stop, on s'arrête, on prend du recul, on essaye d'analyser un petit peu nos pratiques en tant que joueur, en tant que joueuse, voire éditeur, auteur, je suis sûr que ça les traverse aussi actuellement, et voir comment, parallèlement, comment nos pratiques évoluent, et voir aussi les points de jonction, parce qu'ils sont évidemment aussi très nombreux entre nos deux approches du jeu de société qui au final, comme je viens de le dire, ont beaucoup de racines communes, etc. Mais qu'est-ce qui les différencie? Je trouve ça intéressant aussi. C'est ça aussi Internet et les créateurs en général, quoi. On le fait pour partager aux gens, mais aussi pour
partager une expérience avec d'autres gens autour de nous, quoi. Sinon, Mhm. je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui le ferait de manière, en tout cas, non professionnelle. Est-ce qu'on se lance Vas-y, Boris. Je vais y aller alors. Catch me if you can. I'm like a chameleon. Ah! Ben oui! Tu connais? Ah, Évidemment Boris! que tu connais. Ben oui, c'est son magnum opus à Andreas Steding. Alors, Selon moi, là, selon moi. On se lance dans les vieilleries, et voici la mienne. Koge, un jeu d'Andreas Steding, l'auteur de Hansa Teutonica. Un de ses premiers jeux, un jeu de 2003, qui est vraiment pas connu du tout, qui a été fait à la main. Vincent connaît, mais c'est pas un critère, parce que Vincent connaît Non, tout. non, Fait oui. à la main, découpé à la main, qui est vraiment extrêmement moche, que j'ai eu la chance de posséder à un moment. C'est un jeu vraiment particulier, très 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 riche, où il y a plein de choses dedans. Et en fait, ce jeu, je réfléchissais, ok, de quel vieux jeu, de quel jeu inconnu je vais parler. Et j'ai pensé à celui-là parce que c'est un des premiers jeux qui m'est venu, dont j'ai rêvé en fait, en lisant à l'époque les forums de Trick Track, et puis un blog d'un camarade belge dont le pseudo était Mildiou. Son prénom c'est Laurent, voilà. Mildiou, si tu me regardes, on s'est déjà écrit, c'est toi qui as participé à me lancer une passion et à m'intriguer avec des jeux de société modernes. Et voilà, il publiait des comptes rendus de parties extrêmement bien écrits et qui donnaient vraiment envie et qui mettaient en évidence des jeux comme celui-là dont personne d'autre ne parlait, dont on n'avait pas à avoir d'article à son sujet parce que c'était pas du tout une nouveauté. Alors Koge, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs choses à l'intérieur, c'est une espèce de course. Il faut être le premier à atteindre 5 points de développement. Les points de développement, on les obtient notamment en créant des comptoirs, mais aussi en achetant des jetons spéciaux qui vont nous donner des pouvoirs pour améliorer nos compétences. Et il y a plein de choses, il y a des enchères pour l'heure du tour qui sont assez complexes, c'est presque un mini-jeu de poker. On utilise des marqueurs numérotés qu'on va au préalable récupérer sur le plateau. Donc il y a du pick-up and delivery. Avec ces enchères, il y a un côté jeu de pli, ou en tout cas jeu de combinaison. C'est-à-dire que un brelan bat une paire, etc. Puis après, il y a un peu de rondel game. Benjamin, c'est pour toi. Hein. Il y a un petit personnage qui se déplace autour du plateau et qui va mettre en jeu certaines marchandises. Et puis, on se déplace. On a aussi un déplacement qui est contraint par ces marqueurs numérotés qu'on va pouvoir échanger. On va pouvoir les payer pour faire des déplacements supplémentaires, etc. Et en fait, qu'est-ce qui est à l'ancienne dans ce jeu pour moi, à l'ancienne dans le bon sens du terme, c'est que tout est imbriqué. Vraiment, effectivement, il y a plusieurs mécanismes, hein, ces enchères, ces déplacements, beaucoup de planification, etc. Mais tout fonctionne autour de ces petits numéros qu'on va récupérer. C'est eux qui vont nous permettre de construire des comptoirs, c'est eux qui vont nous permettre d'enchérir pour l'heure du tour, ils vont nous permettre de nous déplacer, etc. Et donc, c'est à la fois très touffu et très élégant. Et moi, je retrouve ça dans peu d'Eurogames modernes, parce que le marché du jeu s'est développé et qu'il y a cette espèce de pression à sortir des jeux chaque année. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de playtests, on est moins dans l'approfondissement, dans une création ludique. Et parfois, j'ai un peu le sentiment qu'on a additionné des mécaniques, qu'on les a superposées pour faire joli. Je veux pas être juste dans le vieux con qui dit c'était mieux avant, hein, parce que Koge, ça a des défauts. Déjà, éditorialement, c'est une catastrophe, c'est très moche et très peu ergonomique. Donc ça, là-dessus, le milieu de l'édition a vraiment fait des progrès considérables. Mais voilà, en termes vraiment purement mécaniques, j'ai un sentiment de manque d'élégance quand je joue, par exemple, aux productions Board and Dice. Barcelona m'a vraiment cet effet-là, l'effet d'un millefeuille, mais qui déborde de partout, un peu étouffe chrétien comme ça. Ou même des jeux que j'apprécie comme Tabanusi ou d'une certaine façon Nucleum, pour citer un autre Turci. J'aime bien Nucleum, hein, il était dans mon top de l'année dernière, mais je trouve que ça va dans tous les sens, quoi. Et juste avant, on parlait de Darwin's Journey en off. Tu disais que pour toi, c'était un jeu
plat sans âme, je peux voir quels sont les ingrédients qui fait que tu ressens ça, en fait. Il y a ce côté un peu pot pourri de ce qui fonctionne dans l'Eurogame, mais du coup, on n'a pas de singularité. Tandis que dans Koge, on a quelques mécaniques très éparses, très bien choisies, mais qui, ensemble, vont former un cocktail unique et vont vraiment avoir une alchimie, quoi. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, je pense que tu le décris très, très bien. C'est vraiment, vraiment un jeu hors norme. Tout comme Hansa Teutonica, d'ailleurs, là, je crois que si Kog a été dans l'ombre, Hansa Teutonica, qui est vraiment plus populaire, a vraiment réussi à sortir de la masse, puis d'ailleurs a été une grande influence pour des jeux comme Terra Mystica, bref, j'en passe, là, mais notamment Terra Mystica avec les plateaux en fait configurables. Et Andreas Steding, à cette époque-là, cherchait justement à développer des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je pense aussi que c'était un peu la marque, la marque de commerce, c'est de se dire comment est-ce que je peux en fait alimenter un design avec des mécaniques qui, oui, vont probablement être méconnues ou un peu moins connues ou même très connues. Par exemple, les enchères, mais où est-ce que je peux amener quelque chose, vraiment une profondeur, une épice particulière pour être capable de donner une saveur unique à ce jeu-là. Cog le fait vraiment, vraiment bien. Puis tu me dis ça, puis écoute, à l'époque, j'ai failli me procurer une copie. Là, il y avait une copie qui était signée par l'auteur, puis malheureusement, elle m'a glissé entre les doigts. Il faut que je ressorte ce jeu-là parce que c'est ça, c'est un jeu tellement savoureux. Qui est vraiment, vraiment génial. Mais je crois aussi que c'est une époque où est-ce qu'il y avait beaucoup d'enchères dans les jeux. Et les enchères, on dirait qu'ils ont perdu la cote depuis les quelques dernières années. Pour différentes raisons, là, mais notamment parce que quand on tombe dans un jeu d'enchères, on n'est jamais apte à pouvoir savoir la véritable valeur de chaque enchère et ça demande aussi une nuance à avoir où est-ce que, bon, est-ce que je surinvestis ou est-ce que j'investis pas assez? Puis aussi, ça peut se déséquilibrer parfois ou est-ce que, bon, les joueurs qui sont riches deviennent plus rapidement riches. Aussi, ça le fait en sorte que ce jeu-là perde un peu de son attrait, là, l'idée de l'enchère avec le tour de jeu. Puis d'ailleurs, qui est hyper importante dans le jeu-là, l'ordre de tour. Capital, là. ouais. Donc, je me demande peut-être est-ce que ça a un impact, en fait, ces enchères-là? Est-ce que les joueurs sont moins intéressés à avoir ça dans un jeu? Moi, je suis un joueur qui aime beaucoup les enchères, cette mécanique-là. Et alors, je suis d'accord avec toi, soit c'est souvent les jeux d'enchères qu'on va retrouver, encore jouer, c'est souvent des petits jeux, tu vois, des party games ou des jeux qui sont pas très conséquents en termes de durée. Notamment parce que ça ne peut pas être frustrant. C'est-à-dire, si tu fais 2 heures autour de la table et vraiment il y a un snowball d'un côté ou d'un autre, ou au contraire du kingmaking parce qu'il y a une malinterprétation dans une enchère ou que sais-je. Je pense que ça peut être mal apprécié, mal reçu par une partie des joueurs, ou en tout cas, les gens qui proposent des jeux sur le marché se figurent ça. Et pour revenir sur le jeu en tant que tel, moi, j'y ai pas joué, mais ça me fait réfléchir que c'est une hypothèse que je fais, mais peut-être qu'avant, on pensait plus quand on designait un jeu, on avait peut-être plus une approche individuelle. On prenait notre projet, il y avait moins d'influence, ok, nécessairement. Et donc, on allait plus chercher peut-être à créer justement une expérience grâce à des mécaniques qu'on va penser pour bien aller ensemble et pour bien fonctionner de manière harmonieuse, etc. Peu importe les conséquences autour de la table, négatives, en termes d'interaction ou quoi qu'est-ce. C'est très vrai ce que tu dis, je pense, parce que pour discuter pas mal avec des auteurs ou autrices de jeux, ou même des éditeurs, il y a ce côté de « Ok, je vais faire un Splendor, mais avec des dés. » Tu vois, je dis n'importe quoi. Ou je vais faire un Terraforming Mars, mais ce sera pas des cartes, ce sera des jetons. Et ça va être du backbuilding. Ce genre de truc, tu pars de références connues qui ont créé presque un nouveau macro-genre, et tu te dis, je vais leur appliquer un twist. Pour revenir sur Darwin, on va plus peut-être avoir une approche, on va cataloguer un petit peu les mécaniques en vogue ou les trucs qui sont la patte d'un auteur. Tu vois, par exemple, là, Boris travaille sur Pfister,
l'éditeur, il a des signatures dans ces jeux, tu vois. Il a des pistes, il a de l'influence, il a souvent un mode narratif, etc. Bazar. Donc, quand un Fister marche bien, l'éditeur ou l'auteur va se dire il faut essayer de reproduire la même chose. Pour reproduire quelque chose, mais il faut quand même proposer un twist esthétique ou mécanique, souvent les deux, pour maquiller l'un et l'autre. Hein. Disons les choses comme ça. Et du coup, les jeux ne sont plus pensés, encore une fois, je reste dans l'hypothèse, en tant que jeu individuel, se suffisant eux-mêmes en tant qu'objet ludique et culturel, mais s'inscrivant plus dans une tendance longue ou courte et devant répondre à certains critères qu'on attend d'eux à un instant donné, d'un point de vue éditorial, de communication et aussi d'attente de la communauté des joueurs, parce qu'on est aussi responsable de nos propres attentes. Moi, je me tanne sur Ark Nova. J'ai envie d'avoir un autre jeu qui va me proposer la même chose, mais c'est peut-être une quête vaine, hein, et ça, il faut l'admettre. C'est pour ça que les déceptions peut-être s'accumulent aussi de la part dans la communauté, et qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, mais attends, peut-être qu'il y a déjà des choses qui vont me proposer ce que je recherche qui sont là et qui ne se trouvent pas forcément dans cette nouveauté qui va être plus normative. Et il y a des jeux comme ça qui vont créer le buzz récemment de manière inattendue parce que justement, ils arrivent à amener cette étincelle qui leur est propre. Je pense par exemple à Fédération, qui vraiment m'a fait un effet de fraîcheur. Justement, il va, vis-à-vis de toutes ces pistes, de tous ces petits jeux, amener à chaque fois une mécanique. Mais tu vois que c'est pensé pour que tout ça matche, etc. Et qu'il y a vraiment eu le désir chez Dimitri Perrier et Mathieu Verdier d'en faire un jeu singulier, un jeu qui sort un peu de l'ordinaire et qui se démarque. Il y a cette idée d'imbriquer aussi dont je parlais, quoi. Effectivement, on pourrait voir ça comme des mini-jeux, mais au final, ils se rassemblent et c'est ça le talent, c'est de faire ça avec harmonie. Ouais. C'est ça. Ça me parle beaucoup, en fait, cette réflexion-là, parce que je crois aussi que puis c'est dans une entrevue que j'avais faite avec Bruno Catala à l'époque. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il expliquait en fait que lui, quand il avait produit Les Chevaliers de la Table Ronde avec Serge Laget, il y avait déjà en fait l'idée que l'Internet en fait allait démocratiser un peu le jeu de société. Puis il se disait c'est bien parce que on va être capable d'avoir une espèce de spotlight de façon homogène sur tous les jeux. Il va y avoir une espèce de démocratisation qui va se faire, alors que ce qui s'est passé, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, on a mis vraiment en fait en lumière certains jeux et ces jeux-là qui sont populaires gagnent en popularité et ça fait un espèce d'effet boule de neige. On en parlait tout à l'heure justement hors caméra avec les réseaux sociaux. Juste l'idée, des algorithmes qui vont encourager, on parle d'Ark Nova, l'algorithme en tant que tel, sur Facebook par exemple, voit le terme Ark Nova et voit qu'il gagne en popularité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pousser de plus en plus parce qu'il voit que ça crée de l'interaction, ça suscite de l'intérêt. Donc, en tant que tel, et c'est là, en fait, où est-ce que moi, je me demande, et c'est là où est-ce que je trouve ça intéressant, c'est de se dire, quelles sont les influences que les auteurs ont eues. Et il y a beaucoup, en fait, de nouveaux auteurs qui vont avoir joué au jeu un peu buzz, là, donc le top 100, par exemple, sur Board Game Geek, mais qui n'auront pas nécessairement qui n'auront pas été cherchés plus en profondeur. Et en contre-exemple à ça, il y a un auteur que j'aime énormément qui est Cole Wehrle, l'auteur de Pax Pamir, Root, Haute. Et dans ses Designers Diary, on voit en fait où viennent ses influences. Et puis moi, j'adore ça parce qu'il va sortir des trucs complètement en dehors de la boîte. Il sort des jeux des années 80, il sort des jeux des années 70, il sort des lectures, il sort des jeux des années 90 qui l'ont marqué en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte. Puis tu te dis, wow, OK, ce design-là qu'il fait en 2023 est un reflet, en fait, d'un processus de joueurs qui a passé au travers énormément de jeux. Et c'est là, en fait, que vient la beauté puis la richesse de ces designs. C'est parce que, justement, il sort de la boîte. Pour boucler un petit peu avec Koge, il y a des trucs radicaux comme ça dedans. Tu peux subir un raid. Tu peux te faire piquer la moitié de tes ressources, quoi. Tu peux aussi échanger des biens.
Si tu es dans la même ville qu'un autre joueur, tu peux commencer à te faire des échanges, etc. Que ce soit des ressources, des jetons, c'est très ouvert là-dessus. Et puis, il y a cet aspect course, le côté fin de partie abrupte qui dérange certains. Mais moi, j'adore, c'est toujours quelque chose que j'apprécie parce que ça renforce l'interaction indirecte et la pression, la tension en fait. Dans les jeux de mon top 5, il y a Rest for the Galaxy, il y a Metropolis, des jeux où il faut observer quand est-ce que les autres vont mettre fin à la partie et quand ça sera fini, ça sera fini. Il n'y a pas de dernier tour, de dernière manche, etc. Tout ça, c'est des éléments un peu radicaux qu'on retrouve aussi dans Pax Pamir, dans Root, dans ce genre de jeu où il y a une interaction frontale. C'est des trucs qu'on voit moins aujourd'hui dans les nouveautés mainstream, je trouve. Que c'est possible de se planter carrément. Que tu as une mauvaise partie, c'est possible. Alors que c'est un podcast qui disait ça, qui avait fait des parties de Wingspan avec juste des coups aléatoires. Il avait vraiment organisé des coups aléatoires, puis il disait qu'il était toujours capable d'avoir une moyenne de 40-50 points. Là. Donc, moi, je trouve ça toujours drôle comme comparatif. Mais oui, en effet, tu peux te planter, puis tu peux avoir mal lu qu'est-ce qui s'est passé dans COG. Puis finalement, tu te retrouves sans le sou. Mais c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est de se dire, il me manquait tel élément à la prochaine partie, puis de maîtriser le jeu, de te familiariser avec toutes ces petites subtilités-là. Je pense que c'est ça aussi qui rend en fait un jeu, qui donne goût au jeu, qui fait le sel d'un jeu. Écoute Vincent, tu me fais la transition parfaite pour mon jeu à moi. Donc c'est Linium, seconde édition. Enfin, j'ai pas joué à la première. Oui, j'ai joué. Ouais, c'est un superbe. Il connaît superbe euro. Il illustre parfaitement ça, je trouve, entre autres choses. Déjà, ça rendait le game, ça bon point, mais ça c'est une autre chose. Mais moi, en tout cas, quand je prends du plaisir autour d'une table ou sur BGA, c'est quand finalement je ressens de la tension et que ma séquence de jeu n'est pas encore assurée. Il y a des choses en suspens. Et des choses en suspens qui vont dépendre effectivement de ma façon de jouer, mais aussi des autres joueurs. Et rajouter à ça de la créativité. C'est-à-dire pas toujours la même chose, la même séquence, etc. Que le jeu te permette des coups contre-intuitifs, etc. Linium représente assez bien ça. Et aussi, alors, il y a des stratégies types dans Linium, etc. Mais justement, il y a des choses qui sont obligatoires de faire dans Linium, mais c'est pas forcément la manière la plus évidente toujours qui va les récompenser. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je recherche dans les jeux. Et si je voulais parler de Linium aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose justement qui pour moi a un peu disparu dans les nouveautés, c'est de carrément se foirer, quoi. Merder sa partie intégralement et totalement. En fait, c'est un rondel game, donc on va traverser la forêt, et il n'y a pas de retour possible comme dans beaucoup de rondel game, etc. Et sa caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être disponibles que pour un seul joueur. Alors que dans beaucoup de rondel game, par exemple, je prends Maracaibo, certes, il y a un avantage à livrer en premier ses ressources, mais tout le monde peut aller à Maracaibo. Il y a une tension sur la course, mais il n'y a pas de ville qui va être terminée, etc. Pour continuer la comparaison avec Maracaibo, dans Maracaibo, il y a les quêtes qu'un seul joueur va pouvoir faire. Ici, il y a des outils ou des emplacements qui sont vraiment essentiels à votre développement, ou en tout cas une stratégie que vous allez choisir de développer. Et il n'y en a peut-être qu'une scie dans tout le périmètre du jeu, quoi, pour cette manche-ci. Et donc, c'est toujours une tension de dire, bon, est-ce que je m'assure cette scie ou est-ce qu'en en analysant le jeu des autres, je vais pouvoir prendre le temps de faire autre chose avant de me jeter dessus sur le chemin. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les rondel games, c'est pour cette tension-là et ce questionnement qui est perpétuel et qui dépend aussi de la pertinence de votre analyse des jeux adverses et de leur coût potentiel, mais aussi des vôtres. Ça, il y a de moins en moins de jeux qui permettent ça, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans les nouveautés. Pour reprendre Darwin Journée, le pauvre, à un moment donné, il y a un joueur qui a tellement snowball, enfin moi, dans les parties que j'ai faites, parce que, justement, tu as des coups, tu les vois venir, tu sais, ça, c'est plus fort. Je veux dire, il n'y a pas de doute ou de discussion. Ça, c'est plus fort. De manière mathématique, il y a quand même souvent des coups évidents, quoi, tu vois. Mm-hmm. Et ici, dans un jeu comme Linium, tu peux aussi surprendre les adversaires. Tu te dis, toi, tu as prévu que j'allais m'arrêter là, prendre ce bûcheron, parce que c'est logique dans ma séquence de jeu. Et donc, tu as pensé que tu avais le temps de... Ah non. En fait, moi, j'ai bien vu que tu voulais t'arrêter là et que tu pensais que je m'arrêtais là, donc je vais sauter les deux. Et allez, vas-y. Et donc, tu vois, c'est
c'est ces retournements de situation-là qui vont créer vraiment une expérience et une tension qui sera constante autour de la table jusqu'au moment où, malheureusement, dans le quatrième, où tu dis, ah bon, bah là, c'est raté, j'y arriverai pas à faire ce que j'avais en tête, quoi. Puis en fait, le bois qu'on coupe n'est pas nécessairement celui qu'on va récupérer parce que Exactement. justement, il est. Je ne suis pas rentré dans le détail mécanique, mais oui. Mais non, mais en fait, c'est ça que j'avais trouvé vraiment interpellant, c'est que ce que les autres font vient directement être interrelié avec les contrats que tu veux produire. Puis en fait, il y a un élément dans Lignum que j'ai trouvé vraiment, vraiment malin, c'est qu'à travers cette mécanique-là, en fait, de rondelle, on vient vraiment retrouver le thème aussi de se dire, OK, bon, ben, on va couper le bois, on va le mettre, on va le mettre tout beau, tout propre, puis au final, ben, quand le bois arrive, il appartient à qui? Bah, je sais pas, moi, écoute, tiens, moi, je vais le prendre parce que, bon, je suis premier arrivé, premier servi. Puis, je ne connais pas, en fait, l'histoire des bûcherons, mais je présume que c'est déjà arrivé. Et je pense aussi que cet effort-là, en fait, dans Lignum, d'amener le thème à bon escient, puis de ramener, en fait, ce genre de dynamique-là, a vraiment contribué à ce que Lignum soit original, créatif, puis vraiment, vraiment bien, vraiment malin. C'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, en effet, Lignum, pour sa tension. Puis justement, là, toute la nuance qu'il y a de voir qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement, mais c'est pas nécessairement parce que ça se passe ici, là, maintenant, que ça va nécessairement se réaliser. C'est mieux entre stratégie à long terme, puis tactique Ouais. réaction aux autres Exactement, joueurs. Là. c'est ça que j'adore, moi, dans les jeux. C'est ça. Des jeux qui permettent une tactique versatile, vraiment, voire étonnante, tout en intégrant une stratégie au long cours. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche dans les jeux d'euro. Et par exemple, on parlait d'enchères tantôt. Tu vois, pour boucler sur Fédération, juste pour compléter ce que je voulais dire, il y a des enchères dans les positionnements des ouvriers. Tu vois, en quelque sorte, on pourrait dire, on mise sur le gain, sur la loi ou sur le Sénat, ou etc. Et donc, c'est cet élément-là de tension qui va animer notre intérêt pour le jeu. Et quitte à ce qu'on se foire, par exemple, comme dans Lignum, on peut complètement rater sa partie, tu restes tellement sur ta fac que tu as envie d'y retourner. Quoi. Tu vois, tu as envie de dire, OK, cette fois-ci, je ne me ferai plus avoir comme ça, ou je vais être plus prudent, ou au contraire, je vais surprendre les gens, etc. Mais le problème aussi de ces jeux-là, c'est qu'ils sont extrêmement austères, et esthétiquement et mécaniquement. Voilà, le fait qu'on peut se foirer, etc., comme on le disait. Et je pense que ça en fait aujourd'hui des jeux difficiles à sortir. C'est des très mauvais produits. Il faut vraiment être entre puristes, quoi, parce que en plus, oui, c'est des jeux qui réclament, comme ils ont une interaction forte, ils réclament plutôt des configurations hautes. Donc moi, COG, j'y ai jamais joué que à 2. J'ai réussi à en faire 5 parties à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il arrive demain dans ma salle de jeu, au milieu de 500 autres boîtes. Il faut vraiment que je pousse fort pour dire aux gens, allez, venez, on joue à ça, quoi. Et ça dépend aussi de ta personnalité. Oui, c'est ça. En tant que collectionneur, moi, j'aime bien laisser les gens choisir. Quand j'accueille des personnes qui découvrent un petit peu le monde du jeu ou quoi, je les laisse voir. J'aime bien observer spontanément vers quelle boîte ils vont aller. Bon, bah, c'est sûr qu'ils vont pas aller vers Koge, ils vont pas aller vers Lignum, quoi. C'est sûr. Du coup, c'est pas facile, cet aspect-là. Pourquoi tu l'as revendu, Boris, d'ailleurs? Bah, pour cette raison-là, parce que j'arrivais à y jouer que à 2, en galérant. Et au bout d'un moment, bah, c'est beau d'avoir une collection avec des objets vraiment que tu apprécies, mais moi, j'ai toujours vu la collection de jeux comme une collection qui doit être vivante, quoi, et qui doit pas prendre la poussière. Je le vois encore aujourd'hui, j'ai acquis Chips de Martin Wallace, qui est pas spécialement un vieux jeu, qui est de 2017, je crois, mais qui est aussi austère esthétiquement et qui a l'air d'être un peu à l'ancienne dans ses mécaniques et tout. Ben voilà, il est toujours dans ma pile de la honte, comme on dit, parce que c'est très difficile d'imposer un jeu comme ça. Et puis quand nous-mêmes on n'y a pas joué, en plus, faut parvenir à intégrer les règles au milieu de 500 autres boîtes, etc. Donc c'est ça aussi qui mène la vie dure à ces jeux-là, c'est tous ces phénomènes-là. Puis en fait, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que l'auteur de Lignum, c'est aussi l'auteur derrière Imperial Steam. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On y a joué 2-3 fois. Puis tu vois, en fait, l'idée du design
Elle est là, justement. Imperial Steam est un jeu, c'est un jeu de train, là, au final. Là, le thème est. Je veux dire, s'il y a un thème qui est surfait dans le jeu, c'est bien le thème de train. Mais pourtant, quand tu regardes Imperial Steam, tu te dis waouh, c'est un jeu qui esthétiquement est attirant avec les couleurs des joueurs, oui, mais avec les plateaux personnels, avec le plateau principal qui est coloré, qui est vivant. L'iconographie aussi qui est vraiment, vraiment bien faite, bien présentée. Nonobstant, bon, si on apprécie le jeu ou non, ce côté-là esthétique a vraiment, vraiment été un bon. Ça a été vraiment un coup éditorial quand même bien réussi pour Imperial Steam. Il y a toujours les haters, hein, mais, mais, mais ça pour dire qu'au final, blague à part, là, peu importe que le jeu. Le point, c'est pas nécessairement qu'il est beau, mais esthétiquement, il est beaucoup plus parlant que Lignum, qu'on regarde que Lignum. Bon, mais en même temps, Lignum, à sa défense, bon, il est près de son thème. Hein. On fait du bois, donc c'est 50 nuances de brun. Donc, tu sais. Et tu sais, Imperial Steam, c'est très mal vendu, pourtant. Donc, voilà, l'esthétique ne fait pas tout. Ah oui? En Ouais. Europe, ouais. En tout cas, en Europe, chez Super chez Meeple, il est régulièrement déstocké. Donc, l'austérité des mécaniques, je pense, bah, voilà, dans un monde où, forcément, la critique ludique, pour rester dans l'actualité, joue au jeu à 2-3 parties, dans les meilleurs des cas, bah, à ta première partie d'Imperial Steam, tu souffres. Voilà, ça peut bien se passer. Mais en fait, moi j'ai joué 2 fois et les 2 tables, il y avait un des joueurs qui est passé complètement à côté de sa partie et au bout de 2-3 tours, il savait que c'était foutu et qu'on pouvait recommencer, quoi. Et bah, c'est vrai que ça, c'est difficile des jeux comme ça aujourd'hui, puisqu'il y a une grande diversité de l'offre. On a plus vite envie de se retrouver dans des jeux doudous, ouatés, confortables, qui font plaisir et pas de se prendre des grosses claques dans la gueule, quoi. Même si ça fait aussi du bien en tant que joueur. Et puis on recherche aussi de l'immédiateté. On sait qu'on nos vies sont de plus en plus effrénées à tout un chacun, ou ont tendance à l'être en tout cas, et épuisantes moralement, physiquement. L'anxiété aussi chez beaucoup de gens, etc. Donc quand tu vas jouer à un jeu de société, tu vas prendre ça comme un divertissement, un loisir, un hobby. Tu as envie d'immédiateté dans les sensations, aussi dans la mise en place. Enfin, je veux dire, un Lignum ou un Imperial Steam, c'est quand même extrêmement laborieux à mettre en place, à expliquer, à appréhender. Tout ça prend du temps, de l'investissement. Je ne pense pas que ce soit l'image que la majorité des gens ont du jeu de société moderne, où c'est encore vu comme un divertissement. Et ça l'est. Hein. Moi, je me divertis en jouant à Lignum. Mais il y a un ticket d'entrée qui est peut-être trop élevé en termes de temps et d'investissement à payer pour beaucoup de gens. Et qui disent pourquoi j'irais consacrer du temps à ça alors que partout ailleurs, on va me proposer d'autres jeux à l'esthétique plus alléchante, à la mécanique plus immédiate, etc. Puis c'est intéressant le point que vous amenez parce que oui, l'esthétique, mais aussi certaines mécaniques. Puis surtout, j'ai le souvenir vraiment d'Imperial Steam et Lignum. Ça fait quand même quelques années que j'ai joué, mais je me souviens que justement, c'est laborieux. Chaque tour, en fait, elle n'apporte pas une assurance de compléter exactement une incertitude. Et surtout, on n'est pas, il n'y a pas de récompense immédiate. Je prends un contre-exemple avec Terraforming Mars, Ark Nova, Wingspan, des jeux plus populaires où est-ce que de poser une carte sur son plateau, on a quelque chose de tangible qui vient de se passer pendant son tour. On va aller récupérer des ressources, on a quelque chose de tangible, alors que Imperial Steam et Lignum, surtout Lignum, tout est tissé serré et j'investis à quelque part, mais c'est pas nécessairement un automatisme que ça va revenir. Oui, et c'est bien beau que j'investisse 5 si j'en reçois 7. C'est toute une autre dimension qui est à considérer à long terme versus, admettons justement, j'appose une carte, puis cette carte-là me donne 2, 3, 4, 5, 6 ressources à chaque tour, puis c'est quelque chose qui est cyclique.
définitivement, à ce moment-là, le travail, le retour sur investissement, puis la satisfaction, la dose de dopamine, elle est immédiate au Et final. si Là. tu veux mon avis, c'est pour ça que beaucoup de gens sont mauvais à Ark Nova. C'est parce que des fois, à Ark Nova, il vaut mieux prendre une croix que jouer une action. Et moi, ben, en fait, là, j'avais plusieurs jeux sur ma liste, mais là, j'ai envie quasiment de vous partager le jeu le plus brun de la liste. J'avais aussi, en fait, le jeu le plus américain que vous aurez jamais vu. Oh, Mais Burk, américain non. des années 70. Non, parfait, parfait. Mais on est des joueurs d'Eurogame, pas d'Améritrash, donc on veut du brun. Magna Graecia. C'est le jeu le plus brun que vous aurez jamais vu, messieurs. 2 auteurs que j'affectionne particulièrement. Ah, Monsieur Colovini. Colovini, évidemment. Et Michael Schacht. Puis Magna Graecia, en fait, c'est étonnant parce que Colovini, en fait, a toujours. Vous connaissez un peu les jeux de Colovini ou. Un de ses plus connus, ça doit être Pas pour Carolus ma part. Magnus. Ou Cartagena. Cartagena, encore plus connu, mais assez Cartagena, familial. oui. Et, moi, j'aime beaucoup Clan aussi, qui est aussi un Oui. abstrait. Il n'a pas fait énormément de jeux, mais ils ont tous une identité très forte et une grande épure, je trouve. Magna Graecia, si vous voulez du brun, les 4 couleurs, en fait, on a le rouge, on a le orange, on a le jaune et le brun. Donc voilà. Donc ça, là, c'est du brun à n'en plus finir. Là, pour les Mais c'est Altonia, c'est quelque chose. Hein. Mais Colovini, c'est ça, puis on voit la touche de Schacht, en fait, derrière ça aussi, où est-ce que Schacht a vraiment cette capacité-là de venir rendre des jeux si serrés, toujours, on a l'impression de manquer une action ou 2 actions. Puis Colovini, en fait, où est-ce qu'on a des idées un petit peu qui sortent vraiment de la boîte, qui sont très interactives aussi. Et c'est vraiment un mélange hyper intéressant de Magna Graecia. Puis c'est dommage qu'il ait l'air de ça parce que moi, j'ai l'impression que ce jeu-là pourrait être réédité aujourd'hui sous un meilleur jour, évidemment. Et je crois qu'il pourrait trouver vraiment une place parmi les joueurs euro, les Eurogamers. Magna Graecia, en fait, j'irai pas dans le thème, hein, on oublie le thème, mais en fait, on tente de créer on va créer des villes. Ces villes-là vont appartenir, bon, initialement à un joueur, et l'idée, c'est que les joueurs peuvent faire croître une ville de plus en plus, et plus on fait accroître une ville, plus on va être capable de créer des chemins et aller se rattacher à d'autres villes et là, faire accroître ces villes-là et là, après ça, se rattacher à d'autres villes parce que l'idée, c'est que comment est-ce qu'on va faire des points à la fin? C'est que dans une ville où est-ce qu'on va être présent et qu'on a une ville qui est rattachée, qui nous appartient, où est-ce qu'on a notre chemin entre les deux, on va faire un point. Et là, après ça, toutes les autres villes, une fois qu'on est rattaché à une de nos propres villes, un de nos chemins est rattaché à une ville, après ça, on va faire un point pour chaque autre ville autour de celle-ci. Donc, je donne un exemple précis. Si, admettons, on a une ville où est-ce que les 3, on y est, puis qu'il y a 5 villes autour de cette première, à ce moment-là, cette ville-là vaudrait 5 points. Ceci étant dit, il faut avoir un chemin qui mène ailleurs qui nous appartient. Donc, Benjamin, par exemple, si tu n'as pas ce chemin-là qui te mène vers une autre ville, tu pourrais faire 0 point avec ce chemin-là. Mais l'idée, c'est que quand on veut faire grossir une ville, il faut la payer en points. On commence avec 10 points au départ et ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'on veut, en fait, s'approprier une ville, il faut payer un point. Et par la suite, on a toujours le choix entre payer pour agrandir une ville ou payer pour obtenir une nouvelle ville. L'avantage d'aller acquérir une nouvelle ville, évidemment, bon, c'est de commencer c'est de continuer notre chemin ailleurs. L'avantage de faire accroître une ville, c'est plus une ville est grande, plus il y a des opportunités pour rattacher d'autres villes adjacentes. Et l'autre twist dans le jeu, c'est que les actions qu'on va faire vont toujours être en fonction d'une tuile qui va indiquer premièrement l'ordre de tour des joueurs et quelles sont les actions qu'ils peuvent faire. Donc, par exemple, poser 3 chemins ou installer 2 tuiles de ville ou rien faire du tout et récupérer du stock de sa réserve. Donc, c'est toujours en fait l'idée de se dire, OK, jusqu'à quel point que je veux placer des chemins sur le plateau
Et aussi jusqu'à quel point que je veux en fait installer des villes, parce que chaque fois qu'on fait grossir une ville et chaque fois qu'on va s'approprier une ville, donc chaque fois qu'on va mettre un de ces cylindres qui est un commerce, ben on perd un point. Donc, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vaut la peine de faire agrandir? Est-ce que j'ai atteint en fait la limite, le maximum? Parce qu'une toute petite ville, comme là on voit la ville orange là actuellement, cette ville orange-là, ben, elle a atteint son maximum de grosseur puisqu'elle est entourée. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en fait, d'aller s'investir là-dessus? Mais c'est toujours possible, en fait, pour, par exemple, le joueur orange, de payer, mais de dépenser son comptoir, donc le mettre, en fait, sur le côté et dire, ben voilà, je vais aller récupérer des points immédiatement avec cette ville-là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, qu'est-ce qui s'installe autour de la Ouais. table, mais c'est toujours un équilibre par rapport à ça. Et finalement, une autre chose qui fait le sel du jeu, il y a des temples. Ce sont les pièces en bois là, qui ont une forme un peu de maison. Ces temples-là, à la fin, valent 5 points et ils vont toujours être dirigés vers la ville qui comporte le plus de connexions. Donc là, dans l'exemple suivant, la ville qui est brune a une, deux, trois connexions, alors que l'autre ville à côté en a trois aussi. En cas d'égalité, le temple ne changerait pas de position. Mais donc, vous voyez présentement, c'est que si on regarde les deux temples là, vers la ville brune qui possède aussi le slime rouge et jaune, pointe vers la même ville. Donc, ce joueur-là, le joueur brun, obtiendrait 10 points de plus au total grâce à ces deux temples-là. Et vient en fait l'idée d'interaction, de sous-jacence, le fait que quelqu'un veut créer une ville. Est-ce qu'on l'aide est-ce qu'on va s'installer? Est-ce qu'on va un peu manger, entre guillemets, les miettes qu'il va nous laisser? Ou est-ce qu'on fait grandir une ville qui nous appartient et on espère que les joueurs viennent s'installer là à long terme. C'est vraiment, vraiment un jeu. C'est rapide en plus, 60 minutes et énormément d'interactions. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses autour de la table. Son plus gros défaut, c'est vraiment qui est horrible. Là. Oui. Ça n'aurait pas pu être Oh, oh. plus mal design C'est ça. au niveau éditorial. Autant il y là. a des jeux austères dont je peux apprécier l'esthétique, autant là, j'avoue que c'est quand même. On dirait qu'ils l'ont fait exprès, quoi. Ça ne me touche pas. Mais tu vois, moi, ça me fait un peu. Alors, je vois bien que les mécaniques sont différentes, mais en termes de soundbox, etc., et un petit peu de ressenti, ok, est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire cette action-là? Ça me fait un peu penser à Fayum dans les jeux plus récents. Bon, il y a plein de choses intéressantes dans Fayum, mais toutes les parties vont être différentes en ce sens où le plateau est vide au début du jeu. Et c'est via des cartes que les joueurs vont placer des choses sur le plateau. Mais tu fais des points en jouant des cartes, pas en mettant des trucs sur le plateau. Et donc, par exemple, des fois, tu vas pouvoir faire, je fais 2 points par ville sur le plateau. Mais peu importe qui les a mis, ça appartient à tout le monde, tu vois. Donc, il y a un peu cette... je retrouve un petit peu de ça. Et alors, tantôt, Boris a énoncé plein de raisons qui fait que ces jeux peuvent être moins populaires aujourd'hui, etc., ou moins recherchés, moins pratiqués en tout cas. Moi, j'en vois une autre, c'est aussi le kingmaking, tu vois. Vu que c'est des jeux qui se basent énormément sur l'interaction entre les joueurs et dans la pertinence de l'interprétation de ce qu'ils veulent faire, si quelqu'un fait un truc qui sort de nulle part parce que il s'est désintéressé de la partie, il a mal compris un point de règle, il a envie de faire chier quelqu'un, il y a du social qui rentre autour du truc, dans paramètres, etc. Est-ce que tu as envie de te faire fausser ta partie par quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, à dessein ou non voilà, peut quand même être assez frustrant. Et dans tous les jeux qu'on a si quelqu'un fait du kingmaking pour n'importe quelle raison, pas conscientisé, quoi. Alors que comme quand tu dis, tu joues à Wingspan, ou si tu fais à peu près n'importe quoi, tu vas quand même faire des points. Il n'y a pas de kingmaking, évidemment. Tu vois. Magna Graecia, en effet, peut souffrir de ça. La beauté aussi de Magna Graecia, c'est que justement, le plateau est assez libre. Puis on peut, en fait, si à un moment donné, il y a un endroit qui est vraiment, comment je peux dire, bloqué, que là, il y a beaucoup de trafic, on peut, en fait, aller se démarrer une autre ville dans les contours des autres endroits. Mais les deux jeux qui m'ont fait le plus rappeler à Magna Graecia,
c'est tout d'abord Brass, où est-ce qu'on va avoir ces chemins-là qui vont se créer et les opportunités que les autres vont créer à partir de ces chemins-là. Mais aussi, on va avoir une partie un peu barrage, encore une fois, où est-ce que les chemins que les autres créent donnent des opportunités aux nouveaux joueurs et par la suite, on est capable d'aller manœuvrer pour nous ouvrir une autre section ou aller en profiter en fait de ce que les autres font. C'est vraiment un jeu très, très, très malin, là. Puis surtout que il va prendre vraiment l'essence même du network building, de la construction de chemin. Il va vraiment venir le pousser en fait à un extrême. Et je pense que ça, c'est la beauté aussi des jeux plus anciens, un peu plus vieillots. Tu parlais de COG tantôt, qui était vraiment en fait une espèce de mélange de différentes mécaniques qui s'imbriquaient très, très bien. Mais autant dans Magna Graecia que dans plein d'autres que tu parlais, là, il y a une mécanique très, très simple. Et ces mécaniques-là, très, très simples, on les utilise, puis on vient vraiment extraire le plus de jus possible. Comme Alexandros C'est d'ailleurs. Là, un autre jeu de Colovini et simplement ça m'a fait penser à ça aussi, ce côté. En fait, dans Alexandros, tu vas déplacer la figure d'Alexandre en fonction des cartes que tu joues, etc. Ça va petit à petit déposer des barrières et créer des zones, mais les zones ne sont jamais protégées, c'est-à-dire qu'à tout moment, tes adversaires peuvent commencer à nouveau les scinder en deux avec des nouvelles barrières, etc. Donc c'est ce côté d'interaction permanente qui fait que rien n'est acquis. Et certes, un des travers de ça, c'est du king-making, mais c'est aussi, il se passe quelque chose autour de la table, quoi. Et pas nécessairement où on rigole, ou c'est pas des jeux d'ambiance, évidemment, mais c'est un truc où tu es vraiment avec la personne avec qui tu es à table. Tu la regardes dans le blanc des yeux, ou tu pestes contre elle quand elle t'a complètement mis ton cou par terre. Et on voit de plus en plus émerger des jeux vraiment sans interaction et qui sont vendus comme tels, quoi. Catch-up Games, on a fait avec After Us, ou encore avant avec les Gardiens de Havresac. Moi, j'ai vu un gros Kickstarter débarquer, Raising Robots, quasiment aucune interaction aussi, un tout petit peu de guessing à la Race for the Galaxy, mais très 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 léger. Et tu te dis, ok, donc c'est forcément une tendance, puisque ces jeux-là arrivent et trouvent leur public. Est-ce que c'est de ça que j'ai envie pour le jeu de société moderne? En tout cas, j'espère qu'il se résumera jamais à ça, parce que je trouve que moi, du coup, j'y joue vraiment juste en solo, ces jeux-là. Et j'apprécie y jouer quelques fois, mais je vais jamais en faire 50 parties, c'est sûr, parce que ce qui fait que je fais 50 plus parties d'un jeu, comme Metropolis, etc., c'est l'incertitude des autres, c'est le fait de jouer avec des gens différents et que la partie sera jamais la même, alors que le plateau est toujours le même, mais la manière dont les gens se l'approprient change en fonction de leur personnalité, de leur persona presque de joueurs et de joueuses, parce qu'on n'est pas tout à fait la même personne quand on joue, quand on rentre dans un jeu, qu'on l'est dans la vie. C'est tout ça, je trouve, qui fait toute la richesse de ce médium-là. Et tu m'as donné bien envie avec Magna Graecia. Je vais aller voir du côté d'Ocaseo. Tu parles d'interaction, puis j'avais établi un peu cette hypothèse-là il y a quelques années, où est-ce que, en fait, plus un jeu est interactif, plus il va offrir, en fait, deux pôles d'interaction, soit une interaction qui va, en fait, être opportuniste, qui va créer des opportunités pour les joueurs, et ou qui va bloquer les autres joueurs. Mais moins il y a d'interaction, plus, en fait, l'interaction qu'on y retrouve, c'est de l'interaction qui bloque. Je pense à Wingspan, par exemple, où est-ce que l'interaction elle est très, très minime, mais je veux dire, on va aller chercher des cartes, puis ben, ça bloque les opportunités. Oui, on révèle des nouvelles cartes, mais c'est plus ou moins opportuniste parce qu'au final, on ne le sait pas, on n'est pas capable de pouvoir déterminer. Puis, même chose pour admettons, des worker placement, où est-ce que, bon, on va placer un ouvrier, on vient de bloquer un autre joueur. Puis là, je pourrais continuer à tort et à travers. Là, Une rivière de cartes. Exactement, c'est ça. Oui, c'est exactement ce genre d'exemple-là que j'avais en tête. Ben moi, ça me fait penser, vous voyez, j'ai peut-être l'impression qu'il y a plusieurs facteurs qui font ça, mais notamment j'entends dans la manière qu'on a traité les jeux, l'actualité ludique sur Internet, etc. C'est que, bah, effectivement, et déjà, premièrement, il y a une actualité à suivre qui est de plus en plus effrénée.
mais surtout, j'ai l'impression, même en tant que joueur ou joueuse, on prend peut-être les jeux comme un puzzle, en fait. C'est-à-dire, puis là, j'ai fait 3 4 parties, je l'ai résolu, parce que comme l'a dit Boris ou toi, bah, il n'y a pas d'incertitude, ou en tout cas l'interaction est faible, donc je peux résoudre le jeu, je peux comprendre son design, voir les ficelles, et je l'ai résolu. Et je vais passer à un autre, parce que du coup, je n'ai plus aucun intérêt à y jouer, si ce n'est nostalgique ou esthétique, si vraiment une accroche particulière. Et les jeux qui vont se distinguer sur la durée, c'est justement les jeux qui ne sont pas résolvables, ou si dans leur méta optimale supposée, il y a de la certitude. J'en veux pour preuve Stalking qui peut être résolvable apparemment. Et donc une fois que tu as compris ça, le jeu perd de son intérêt. Contre un barrage qui certes a un apprentissage, certes a une méta, mais qui reste tellement ouvert dans ses possibilités de jeu, malgré le fait que ce soit un placement d'ouvrier, etc., que tu ne vas pas t'en lasser si tu aimes ce qui est proposé, parce que à chaque fois, tu vas ressentir de la tension et tu vas ressentir de la certitude grâce à l'interaction qui est extrêmement forte. C'est intéressant aussi l'idée du puzzle versus le système. En fait, on établit un système de jeu. Dès qu'il y a une économie, en fait, qui commence à être fluide puis à être cyclique ou qui commence à être plus interactive, à ce moment-là, on se retrouve vraiment avec des jeux qui sont justement impossibles à résoudre. Là. Il y a un jeu qui me vient en tête quand tu parles de ça, là, qui est... écoute, j'en ai tellement, là, mais je vous parlais, on avait discuté aussi que j'étais vraiment un gros fan de Stéphane Dora, puis Stéphane Dora est capable de pouvoir établir ça. Là. Je pense à Marrakech. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais c'est un jeu tellement, tellement intéressant dans son économie parce que tu ne sais pas combien est-ce que ça vaut véritablement un kiosque. Tu te dis, ah, ben, je vais y aller pour un tel montant, mais pour un autre joueur, ça peut peut-être valoir davantage, mais peut-être qu'au final, ce kiosque-là, tu vas te faire barrer le chemin continuellement par un autre joueur qui ne sera pas payant. Euh, Puis ça, en tant que tel, c'est là où est-ce qu'il y a vraiment une rejouabilité. Il y a une belle rejouabilité dans cette dynamique-là. Parce que tu ne le sais pas, qu'est-ce que ça, la valeur, il y a un inconnu qui est devant. Puis cet inconnu-là, ben, même si tu commences à le déceler un petit peu, puis tu commences à mieux comprendre, c'est pas l'élément en tant que tel qui devient connu, c'est plus la situation qui devient connue. C'est des jeux où tu as, comment dire, de l'influence sur ta position autour de la table, dans l'ordre du tour. Et tu parlais de brasse, c'est aussi fondamental cas, et c'est très important. Tu vois. Dans un barrage aussi, c'est très important. Voilà, déjà des jeux qui te laissent l'opportunité de te placer dans l'ordre du tour, ou en tout cas de prendre la tête, ou au contraire d'être dernier, en fonction de ce que tu anticipes dans la future manche. Pour moi, ça, on n'en voit pas assez. Et je pense à Sam, qui est un ami joueur à nous. Pour lui, c'est quasiment déterminant dans son appréciation préalable des jeux. Il te dit On déjà va tester un nouvel par les euro, il va règles. dire est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'influence sur l'ordre du tour? Parce que si c'est pas le cas, avec ce que tu m'expliques, je vois bien que ça va pas m'intéresser en termes OK. d'expérience et de ressenti de tension. Wow. Donc tu vois, c'est pour te dire cette mécanique-là, qui n'est pas fondamentale pour beaucoup de gens, l'est dans énormément de classiques. Et peut-être Oui. qu'au niveau de la tension et de la rejouabilité, il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Dans Darwin Journée, on va un peu retrouver ça malgré tout. Tu vois. C'est pour ça que chez moi, j'ai quand même eu des sensations dans la tension par rapport au déroulement des actions, parce qu'il y en a tellement des plus évidentes que d'autres. Que là, c'était important, mais ça s'arrêtait là, malheureusement. Si un de tes amis apprécie beaucoup cette mécanique-là d'ordre de tour, moi, j'aime beaucoup les Splatterspellen, là, les fameux Food Chain Magnate et tout ça. Quoique je trouve que Food Chain, c'est quasiment un de leurs designs les plus faibles selon moi, mais un jeu Antiquity, qui est un superbe jeu où est-ce J'avais parié à que. Boris que tu allais en parler. Puis Indonesia aussi, Indonesia qu'on a cette importance-là d'ordre de tour. Là. Cette compagnie-là, Splatterspellen, se spécialise justement dans cette mécanique-là d'ordre On de tour de connaît la jeu. maison Là. d'édition, mais on n'a jamais ouvert cette boîte de Pandore-là pour l'instant. Ok, on va rester là-dessus parce qu'on pourrait encore parler des heures, surtout si on commence à lancer Vincent sur les splotters. Merci Vincent, merci Benja, c'était passionnant. On espère que ça vous aura intéressé vous aussi. Voilà, nous on est dans ce genre de discussion fleuve
où chaque référence en amène d'autres, amène des comparaisons, amène des digressions sur les mécaniques. Le point final de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on aime dans les jeux, qu'est-ce qu'on aime ressentir autour d'une table. Et si le format vous intéresse, si vous aimez entendre trois vieux cons dire que c'était mieux avant, dites-le nous et on se fera un plaisir de continuer à blablater. Oui, non, mais la nouveauté est toujours possible. Mon jeu préféré, en tout cas le plus joué, ça reste Ark Nova, et c'est un jeu qui est très récent. Donc il n'est pas question de ça, c'est juste que voilà, on essaye d'avoir un peu de recul sur la pratique et sur le milieu à notre échelle très modeste. Voilà, on vous partage nos quelques réflexions et puis n'hésitez pas à les alimenter vous aussi, quoi. Nonobstant le carton qui est sur la table, ce qui est important, c'est les joueurs autour de la table. Donc, moi, ça me fait. Peu importe le jeu qui est sur la table, ce que j'aime, c'est le rassemblement que ça crée. Puis, écoute, si le carton autour de la table peut être une opportunité de briser la glace, d'interagir, de se cogner un petit peu, pourquoi pas? C'est une passion qui est très privilégiée, je pense, puis des fois, on l'oublie qu'on est privilégié de pouvoir jouer. Big up à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Instagram, Ko-fi, Golden Meeple, tout ça. Jouez bien par chez vous. Ciao. Au revoir. Bon jouage. Voilà.